le musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est un musée soutenu par la ville de Paris et par l'État qui a été créé en 1998 dans un très bel hôtel particulier du Marais, rue du Temple, mis à disposition par la ville et qui a pour mission de présenter les cultures des communautés juives d'Europe et du pourtour méditerranéen de l'Antiquité à nos jours. Alors plus particulièrement depuis le Moyen-Âge et avec une insistance sur le judaïsme en France, le judaïsme au Moyen-Âge, avant les expulsions, et puis ensuite le judaïsme dans les communautés qui ont été préservées, dans le comtat venessin, en Alsace, et c'est celles qui se sont reconstituées en Lorraine, sur la côte aquitaine. Et puis, évidemment, ce mouvement très important qui converge vers la France à partir de l'émancipation en 1791, de toute l'Europe, en particulier de l'Europe centrale et orientale, et du Levant, et puis bien sûr du Maghreb, et notamment d'Algérie, où les Juifs acquerront la nationalité française en 1871. Il est né à Strasbourg en 1871, à l'époque Strasbourg est allemand, d'une famille de juifs polonais qui vont bientôt s'installer en Suisse, à Zurich. Très jeune, il part aux États-Unis, où il va faire une carrière d'acteur sur des scènes de langue allemande, des théâtres de langue allemande, et puis se mettre à la photographie sous l'influence de sa femme, Bertha Rosbach, et être assez rapidement reconnu comme un grand photographe par la presse américaine. Mais en 1915, il quitte les États-Unis pour revenir à Berlin, où il va faire une carrière fulgurante de chef opérateur dans le cinéma expressionniste et comme spécialiste des effets spéciaux. Il va tourner sur une cinquantaine de films, parmi lesquels des films très importants comme Metropolis de Fritz Lang ou Le cabinet des figures de cire de Paul Leni. Mais en 1931, il part en Palestine pour réaliser une série qu'il va intituler Visage juif. Et il va finalement s'y installer en 1932 et y rester jusqu'en mars 1948. Donc il va avoir une première carrière allemande, enfin une deuxième plutôt carrière allemande, où là aussi il va être reconnu, mais il va très vite quitter l'Allemagne, heureusement pour lui d'ailleurs. Il la quitte quelques mois avant l'arrivée des nazis au pouvoir, et il va rester en Palestine jusqu'à quelques mois avant la déclaration d'indépendance. Il quitte la Palestine en mars 1948, la déclaration est en mai 1948, et donc il aurait pu aussi devenir le père de la photographie et du cinéma israélien, mais il rentre à Zurich à l'âge de 77 ans, et il va être un peu oublié en Suisse. Le seul livre publié sur lui est un livre posthume publié en Allemagne de l'Est qui ne sera pas diffusé en Occident, ce qui fait que cet art si singulier qu'est le sien ne va pas être connu en Occident ou uniquement des collectionneurs. C'est une œuvre qui est très appréciée des collectionneurs. Ces tirages anciens valent extrêmement cher, sont très appréciés, mais il n'est pratiquement pas connu dans l'arche publique. C'est un autodidacte qui donc est acteur aux États-Unis et sa femme ouvre à Milwaukee un studio de photographie et donc il va faire de la photographie auprès d'elle et il va progressivement abandonner le théâtre pour se mettre à la photographie. Et ce qui est très intéressant, c'est que très tôt il remet en cause les canons de la photographie pictorialiste et de l'éclairage qui prévaut à l'époque. Les photographes au XIXe siècle recourent beaucoup aux techniques d'éclairage qui sont celles des peintres. Ils ont des studios, on le sait bien par exemple pour Nadar, avec des verrières zénitales qui permettent d'avoir une lumière du nord extrêmement à la fois forte et égale, sans rayonnement direct du soleil. Et Lersky raconte que dans le studio de Bertha, sa femme, il y a 2 fenêtres latérales et que très vite, il ouvre ces 2 fenêtres. Et d'ailleurs, on va retrouver dans la plupart de ses photos, dans son œuvre jusqu'à la toute fin, jusqu'aux années 48, ce double éclairage latéral-arrière qui va caractériser l'éclairage des portraits. C'est fondamentalement un portraitiste, pas uniquement, mais ces portraits sont presque toujours éclairés par au moins 2 sources latérales arrière, on va en reparler.
Alors plusieurs techniques, mais on a notamment une série de procédés qui sont bien documentés. Le premier, c'est qu'il travaille à la chambre, avec une chambre énorme dont on va voir les négatifs, qui utilisent des négatifs de 24 cm par 30 cm. C'est les plaques négatives les plus grandes que l'industrie photographique fabrique à l'époque, qui sont plus grandes qu'une feuille A4. On peut d'ailleurs littéralement parler de photographie colossale parce que la manière dont Lersky photographie les visages fait que le négatif est plus grand, le visage sur le négatif est plus grand que le visage en réalité, un peu comme les portraits d'empereurs romains, les portraits colossaux sont plus grands que les empereurs eux-mêmes, que l'échelle humaine elle-même. Et il utilise effectivement une technique qu'il emprunte au cinéma, qui n'est pas exclusive au cinéma, qui est une technique de miroir et de réflecteur qui permettent d'avoir plusieurs sources simultanément, soit de lumière artificielle, soit de lumière naturelle réfléchie, et qui donne des effets de contraste, d'ombre et de lumière très forts sur le visage, qui sont évidemment esthétiquement directement issus du cinéma expressionniste, en tout cas qui sont très marqués dans le cinéma expressionniste, et qu'on va retrouver dans toutes ces photos, y compris quand, pour des raisons techniques, il va recourir à des appareils plus compacts comme le Rolleiflex 6.6 ou des chambres de petit format moins grandes que sa chambre très importante. Il faut imaginer que sa chambre doit faire 60 cm au cube, 60 cm par 60 cm par 60 cm. C'est quelque chose d'extrêmement lourd, très compliqué à manipuler, avec des châssis qui portent le négatif. Et donc c'est des photos extrêmement posées, très travaillées, avec des modèles qui sont installés devant, fixe, statique, et qu'on va prendre le temps d'éclairer de manière extrêmement sophistiquée. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, même avec le relais, on a toute une série, par exemple, de photos réalisées dans les kibboutz en Palestine dans les années 30, où on voit qu'il a travaillé les éclairages de la même manière, même s'il travaille avec un appareil beaucoup plus compact, qui se prête beaucoup plus à l'instantané, à la photographie, à la manière de Cartier-Bresson, qui cherche à capter l'instant décisif. C'est pas du tout le cas chez Lersky, qui au contraire veut magnifier le visage de ces modèles. Donc là, on a deux œuvres de la première période d'Elmar Lersky. Ici, un autoportrait qui est assez conventionnel, qui pourrait faire penser à un portrait à la Harcourt, par exemple, mais où on voit très bien le très beau jeune homme qu'il a été et le comédien assez fringant qu'il a pu être sur ces scènes de théâtre allemand aux États-Unis. Et puis on a une photo beaucoup plus intéressante du point de vue formel et du point de vue de la mise en scène, qui emprunte de toute évidence au théâtre et d'une certaine manière au cinéma, et qui est très caractéristique déjà de ces lumières que Lersky va utiliser. En l'occurrence, donc, c'est une mise en scène en quelque sorte de la tête de Saint Jean-Baptiste, et on a déjà ce double éclairage latéral arrière qui fait que les deux tempes sont éclairées et que l'arête du nez reste dans l'obscurité, ce qui donne un modelé extraordinaire au visage et qui n'est pas du tout une lumière naturelle, douce, comme la lumière zénitale que pourrait procurer la verrière d'un atelier de peintre ou de photographe. Donc Lersky quitte les États-Unis en 1915, alors que la notoriété commence à venir et que son travail de photographe est très reconnu, et il s'installe à Berlin pour devenir photographe et surtout chef opérateur dans l'industrie du cinéma, donc du cinéma muet et expressionniste à l'époque, qui est en plein essor, et il va tourner une cinquantaine de films, dont d'assez nombreux films à succès, et il va devenir un des spécialistes des effets spéciaux dans le cinéma à Berlin, et notamment d'un procédé qui s'appelle le procédé Schifftan, qui est un procédé qui permet d'incruster un personnage en vraie grandeur au sein d'un décor réalisé dans une maquette par un jeu de miroir. À la fin des années 20, son travail pour le cinéma s'amenuise et il revient à de la photographie, notamment dans l'intelligentsia berlinoise, et on a toute une série de photographies de personnalités de la vie intellectuelle berlinoise. L'actrice Eleonora von Mendelssohn, qui est une descendante du grand philosophe juif des Lumières Moses Mendelssohn, mais aussi, et c'est pas le moindre paradoxe,
paradoxe, Veit Harlan, qui est un acteur et qui va devenir un des réalisateurs les plus proéminents du régime nazi, avec le juif Sus. Mais à l'époque, évidemment, en étant 27, la question ne se pose pas en ces termes-là. Des éditeurs, des plasticiens, une sculptrice, Renée Sintenis, toute une série de personnalités berlinoises. Progressivement, il se lasse un peu de ce milieu, de cette intelligentsia, et il va se tourner vers le prolétariat de la République de Weimar pour donner ce qui va être l'une de ses œuvres, à mon sens, les plus importantes, qu'il va intituler « Tête de tous les jours ». Alors, de mon point de vue, la série Tête de tous les jours, c'est une des séries les plus intéressantes, parce que là, on n'est plus du tout dans une photographie qu'on appellerait maintenant people, hein. On est dans un intérêt porté par Lersky aux gens modestes, aux anonymes, aux humbles de la République de Weimar, hein, ce qu'on appelait à l'époque le prolétariat, hein, véritablement, et il va photographier en les magnifiant, hein, alors là, pour le coup, tout à fait à la manière d'une photographie en studio chez Harcourt, même plus expressionniste encore, des gens simples, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, hein, qu'ils légendent avec simplement leur fonction, femmes de ménage, mendiants, ouvriers, etc., etc., dans des plans extrêmement rapprochés qui sont une des originalités de sa technique et de son esthétique du portrait, toujours à la chambre, et en faisant de véritables héros. Hein. Il y a vraiment une héroïsation des personnages. Donc on est dans un mouvement qui est un peu comparable au mouvement de la nouvelle objectivité, dont la figure la plus emblématique est August Sander, à ceci près qu'on n'est pas du tout dans une photographie objective, on est dans une photographie au contraire qui magnifie ces modèles, comme on le voit très bien ici, hein, puisqu'on pourrait tout à fait, avec ce mendiant, être en face d'un acteur hollywoodien en réalité, hein, du point de vue de la qualité de l'éclairage, de l'expression, de la dignité. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement, Lersky, c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à la dignité des personnages qu'il photographie. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute son œuvre. Alors un des ensembles les plus intéressants, à la fois sur le plan formel et sur le plan idéologique et philosophique et historique, on pourrait ajouter, de Elmar Lersky, c'est la série intitulée Visage juif, dans un premier temps, qui est donc un projet qu'il concocte avec l'éditeur parisien Charles Peignot, et pour lequel il réalise d'abord une première série de photos à Berlin de juifs polonais, tchécoslovaque dans une maison de retraite, et puis pour laquelle en 1931 il part en Palestine. Le projet de Lersky est de répondre à la photographie völkisch, à la photographie racialiste qui cherche à mettre en évidence la suprématie de la race aryenne, hein, dans l'Allemagne des années de la montée du nazisme et de la photographie nazie bien évidemment. Et donc son propos, c'est de montrer l'essence de la race juive. Et donc évidemment il commence en Allemagne et il part ensuite en Palestine. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer toute cette diversité et de montrer aussi en quelque sorte ce fantasme du type juif originel qu'il pense retrouver avec notamment les juifs yéménites qui vivent à l'époque en Palestine. Et ce qui est tout à fait émouvant dans cette série, c'est qu'en fait très rapidement Lersky va s'intéresser autant aux Bédouins, aux Arabes palestiniens qu'aux Juifs, et donc la série va devenir Arabes et Juifs, et il va photographier indifféremment des émigrés de fraîche date, des Juifs yéménites, des Arabes, des Bédouins, des pionniers récemment installés en Palestine dans les kibboutz, etc. Et donc on est sur une approche totalement humaniste, un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous en quelque sorte, comme aurait dit Sartre. Une des motivations de l'organisation de cette exposition rétrospective sur Elmar Lersky, c'est bien sûr le fait qu'il y a tout un corpus très important qui va de 31 à 48 et qui est consacré aux prémices de la création de l'État d'Israël, et à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, c'était intéressant de montrer cette œuvre. Mais c'est aussi l'acquisition par le musée il y a 3 ans, grâce à une souscription publique, d'un ensemble de 435 photos anciennes de Lersky qui étaient restées en Palestine après son départ en mars 48.
Alors une des caractéristiques de cette collection, c'est un nombre très important de plaques négatives sur verre, qui sont vraiment les exemples types de ces portraits que Lersky faisait à la chambre sur le toit de son studio à Tel Aviv, en lumière naturelle, mais en utilisant, on l'a dit, toute une série de réflecteurs qui permettent de travailler l'image de manière très très particulière, travailler le visage, hein, vraiment la sculpture du visage. D'ailleurs, Lersky se compare à un peintre qui utilise la lumière comme un pinceau. Hein. Mais là, on est plus, à mon sens, on est plus proche de la problématique de la photographie, de la sculpture. Et on a là une série de ces plaques photographiques qui sont colossales, hein, puisqu'elles sont, c'est ce que donc l'industrie fabrique de plus grand, et le visage y est plus grand qu'en réalité, hein, comme on s'en rend compte, à peine plus grand, mais un peu plus grand. Lersky d'ailleurs les tire par simple contact, en posant la plaque sur le papier et en insolant, sans avoir besoin d'agrandisseur. Le format de la plaque lui permet de faire des retouches à la main sur le négatif, hein, ou sur des contre-types du négatif, puisqu'on a des négatifs qui sont très grands. Ils sont arithmétiquement 100 fois plus grands qu'un négatif 24-36. Hein, quand je dis 100 fois, c'est pas une image, hein, c'est 10 par 10 à peu près, ou à peu de choses près. Donc 100 fois plus grand, avec une définition tout à fait extraordinaire. Et quand on regarde les tirages positifs, ils sont d'un grain, d'une finesse extraordinaire, avec des détails sur des détails du visage tout à fait fascinants, dont on retrouvera certains d'ailleurs sur la série Paysages du visage. Alors l'exposition en fait repose sur deux grands fonds. Le fonds du mage acquis en 2015 de ces 435 photos, parmi lesquelles énormément de ces grandes plaques négatives, mais aussi des tirages vintage, hein, des tirages d'époque, qui étaient plutôt d'ailleurs des tirages d'atelier, enfin des tirages de travail, on va dire. Hein, et puis le fonds du musée d'Essen, puisque au musée Wolfgang à Essen, les héritiers de Lersky en Suisse ont donné tous leurs fonds. Il y a plus de 800 photos, et donc l'exposition est à peu près pour moitié composée de photos du fond du mage, et pour moitié composée de photos du musée d'Essen. Voilà, mais ces plaques négatives appartiennent au fond du mage. Quand les cadres sont des cadres minces, c'est le fond du mage, quand ce sont des cadres larges, c'est le fond d'Essen. Alors cette collection était restée en caisse en Israël depuis 1948, dans certains cas dans les boîtes originales des plaques des fabricants de l'époque, hein, c'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue documentaire. Et donc là on voit bien la différence entre ces tirages qui viennent du musée Wolfgang à Essen, qui sont caractérisés par ce passe-partout qui arrive à ras du tirage, et parfois avec une signature originale de Lersky, comme là, et puis ces tirages du fond du mage, des tirages par contact. Donc la plaque négative est posée sur le papier et insolée sans avoir besoin d'avoir recours à un agrandisseur. Et la collection a fait l'objet d'un très gros travail de restauration, de l'atelier de restauration de photos de la ville de Paris, sous la direction d'Anne Cartier-Bresson, qui est la grande spécialiste de la restauration de la photo. Et on voit par exemple sur cette plaque qui était cassée, hein, on voit la cassure ici. La cassure a imposé un doublage avec un deuxième verre, et ce deuxième verre implique qu'il y ait un collant pour solidariser les deux plaques de verre entre elles, d'où ce grisé tout autour de la photo. Ça n'est pas le cas ici, et nous avons, nous, ici, pour principe de montrer la totalité de l'image, surtout sur ces tirages modernes qui sont donc faits à notre demande, ce qui est un peu exceptionnel, hein, mais en l'occurrence nous n'avons que les négatifs, que ces grands négatifs, et c'est la seule manière de les montrer en positif. Et donc on va au-delà de la plaque elle-même, ce qui permet d'avoir la totalité de l'image, et on voit d'ailleurs assez bien qu'on a toute la gélatine, puisque au fond le bord de la photo est légèrement hachuré, légèrement inégal. Alors cette série que Lersky a intitulée Métamorphose par la lumière est la seule série véritablement connue de Lersky, parce qu'elle a été montrée dans les musées d'art contemporain, dans la mesure où elle est très pionnière de questionnements qui vont traverser l'art contemporain. C'est une série de 137 photos d'un même modèle, Léo Schatz, un jeune ingénieur rencontré par Lersky à Tel Aviv. Et dans les années 35-36,
Lersky va le photographier sur le toit de son studio, rue Dizengoff à Tel Aviv, en modifiant exclusivement l'éclairage et la position du modèle, avec toujours ces cadrages extrêmement serrés qui le caractérisent. Et on a vraiment affaire à une série tout à fait singulière, tout à fait unique dans l'histoire de la photographie, d'un même modèle métamorphosé littéralement par le seul effet de la lumière et du cadrage, qui à certains égards fait penser aux têtes de caractère de Messerschmitt, mais surtout fait penser à des recherches beaucoup plus contemporaines, comme celle d'Opalka par exemple à la fin du XXe siècle. Alors on sait que Elmar Lersky s'est installé donc en Palestine en 1932. Il en part d'ailleurs en mars 1948, quelques mois avant la déclaration d'indépendance. On ne sait pas grand-chose en réalité de son adhésion au projet sioniste. On pense qu'il est plutôt intéressé par le côté laboratoire en fait que constitue à l'époque la Palestine, et c'est un aspect d'ailleurs qui va intéresser beaucoup de ces intellectuels juifs allemands qui vont partir en Palestine dès le début des années 30 et puis évidemment beaucoup plus massivement à partir de 1933 et l'accession au pouvoir des nazis en Allemagne. Mais il va néanmoins avoir toute une série de commandes pour les mouvements sionistes en Palestine, et notamment une commande très singulière qu'il intitulera Soldats juifs, où il va photographier, il va faire des portraits des soldats juifs dans l'armée britannique. Ça c'est une histoire assez peu connue d'un grand public, donc de tous ces soldats juifs qui se sont engagés dans l'armée britannique, puisqu'à l'époque la Grande-Bretagne a un mandat qui va s'achever en 1948 sur la Palestine, et il va faire une série de portraits de ces soldats qui sont des portraits absolument singuliers. La convention du portrait militaire, c'est un portrait en pied, en uniforme, dans une lumière relativement égale avec des décorations sur la poitrine. On est extrêmement loin de ce modèle canonique. Là, on a des portraits extrêmement près. Alors évidemment, ça c'est la patte typique de Lersky, de ces hommes d'une très grande détermination, d'un très grand orgueil, d'une très grande volonté, et qui sont absolument l'antithèse du poncif sur ces juifs prétendument résignés qui se seraient laissés conduire à l'abattoir sans réagir. Et puis on a aussi une très très grande diversité de visages, impossible de voir là un prétendu type juif. On a l'impression d'avoir affaire à des Gallois, des Écossais et des Anglais, comment dire, de pure souche en l'occurrence. Et alors ce qui est amusant d'une certaine manière, c'est que ces photos dans l'exposition Combattre et travailler vont être reconnues pour leur valeur artistique. En revanche, elles vont un tout petit peu décevoir les commanditaires pour qui elles ne correspondent pas tout à fait à l'idée qu'ils se font de la photographie de propagande. Alors dans le fonds acquis par l'hommage en 2015, il y a toute une série de tirages de Lersky, qui est d'ailleurs probablement plutôt des tirages de travail, de photos prises dans les kibboutz, qui représentent des pionniers, Chalutzim en hébreu, dans la Palestine mandataire, dans toute une série de tâches qui sont celles de l'édification de ce futur État. Donc on a des maçons, des terrassiers en train de construire des routes, en train de bâtir le port de Tel Aviv, et puis toute une série de fonctions liées à la nature agricole du kibbutz, et notamment des horticulteurs, des arboriculteurs, des paysans. Et donc on a tout un ensemble de photos qui documentent de manière extrêmement intéressante et assez émouvante, il faut bien le dire, ce jeune État en train de naître, en tout cas qui documente très bien ce qu'on a appelé à l'époque le foyer national juif dans la Palestine mandataire, le Yishuv. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, Lersky a troqué la chambre qui serait beaucoup trop lourde pour faire des photos sur le motif in situ, dans les kibbutz ou dans la nature ou sur les chantiers. Il va plutôt utiliser un Rolleiflex 6.6 beaucoup plus maniable, mais on voit très bien sur un certain nombre de photos qu'il va continuer à travailler l'éclairage avec des réflecteurs, et donc on n'est pas du tout dans cet instant décisif cher à Cartier-Bresson par exemple, mais on est dans une photo qui est assez sophistiquée, assez
assez travaillé, très influencé aussi par la jeune photographie soviétique, par la photographie constructiviste avec des contre-plongées très marquées, comme ici avec ce pionnier, avec des diagonales parfois extrêmement travaillées, comme avec la photo de l'arboriculteur, et très souvent avec le recours à ce double éclairage latéral arrière qui fait qu'on voit extrêmement bien les tempes et que le nez reste dans l'obscurité. Donc un éclairage très, très travaillé, très dramatisé finalement. Alors ici on a un très bel ensemble de diapositives sur verre d'une série intitulée par Lersky Paysage du visage qu'il fait à la toute fin de sa présence en Palestine, probablement parce qu'il est en manque de matériel en fait, lié aux conditions politico-militaires de la Palestine à ce moment-là, la fin du mandat britannique et avant la déclaration d'indépendance et la guerre d'indépendance, une période extrêmement troublée en Palestine à ce moment, et il va refotographier ces plaques. Donc il va faire des négatifs de négatifs, autrement dit des positifs, les deux s'additionnent, de détails du visage qui sont extrêmement intéressants et là qui sont vraiment incroyablement d'avant-garde, j'ai envie de dire, et qu'il va montrer dans des diaporamas en fait. On n'a pas attendu Nan Goldin pour montrer la photographie sous forme de diaporama, comme un véritable spectacle, et notamment de ces paysages constitués par les rides de la peau, le relief de l'orbite, etc. On retrouve d'ailleurs certains détails des portraits de la collection qu'on a pu voir à l'étage. Il y a aussi toute une série de tirages de ces détails extrêmement intéressants du visage, dont un tout à fait fascinant où on voit le reflet de Lersky lui-même dans l'œil de son modèle penché sur sa chambre photographique, qui est une chose très, très étonnante. Et puis dans la même veine, il y a toute une série de photos de mains et de détails de mains. Tout ça fait beaucoup penser par exemple au travail de John Copeland, mais avec 50 ans d'avance, j'ai envie de dire. Voilà. Et ce sont ces travaux parmi les plus pionniers, et ce sont ses derniers travaux en Palestine avant qu'il retourne à Zurich en 48 où il mourra en 56. Manifestement, c'est une empreinte encore faible parce qu'il est très méconnu. S'il n'avait pas quitté les États-Unis, il serait probablement devenu un très grand photographe aux États-Unis. S'il n'avait pas quitté l'Allemagne et si l'Allemagne n'était pas devenue nazie, parce qu'il aurait, de toute façon, il aurait eu un destin funeste s'il était resté après 1933, il serait devenu un des grands photographes allemands de l'entre-deux-guerres et peut-être de l'après-deuxième guerre mondiale. Et s'il était resté en Palestine, il serait devenu le père de la photographie et du cinéma israélien, puisqu'il a aussi beaucoup travaillé pour la Histadrout comme cinéaste. Il a fait toute une série de films. Mais ces départs successifs, cette histoire personnelle, font que son empreinte dans ces trois pays est relativement faible. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de redécouvrir Lersky pour ce qu'il a été, c'est-à-dire un très grand pionnier de la lumière, un photographe d'une très grande originalité, relativement inclassable, puisqu'il ne rentre pas, c'est un photographe d'avant-garde, mais il ne rentre pas dans la nouvelle objectivité par exemple. Ça n'est pas non plus un photographe reporter comme les très grands photographes de la fin de la première moitié du XXe siècle et de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est un précurseur d'une certaine photographie plasticienne, comme on le voit par exemple dans ces mains photographiées d'extrêmement près, et d'une photographie qui ne cherche pas à représenter le réel, mais qui cherche à faire du réel une image singulière. Donc de ce point de vue, il est promis un grand avenir. Alors toute une série d'événements scientifiques avec énormément de colloques, parce que le MAGE est un lieu de recherche aussi.
un très bel accrochage dans le parcours permanent autour d'une centaine de donateurs qui ont contribué à l'enrichissement de la collection, parce que la collection du Mage en 20 ans s'est beaucoup enrichie, et plus de 3000 œuvres, et une très grande partie sont dues à des dons, et notamment des dons d'œuvres ou d'objets que nous n'aurions pas trouvés sur le marché de l'art, ou que nous aurions trouvés sans la documentation que nous apportent les donateurs sur le contexte et la provenance. Dans un musée d'histoire, la provenance c'est presque aussi important que le contexte de la fouille dans un musée d'archéologie. Un objet archéologique sans le contexte, c'est un objet muet pratiquement. Mais il en va un peu de même d'un certain nombre de documents qu'on nous a donnés. Et puis, après cette exposition consacrée à Elmar Lersky, une grande exposition sur Sigmund Freud et le contexte, le milieu viennois auquel appartenait Freud, la formation de Freud comme neurobiologiste, l'influence de Charcot à la Salpêtrière, l'invention de la psychanalyse, et puis évidemment, c'est logique hommage, la dette de Freud au judaïsme, même si Freud s'est défendu de cette dette pour faire en sorte que la psychanalyse ne soit pas considérée comme une science juive, entre guillemets, mais la psychanalyse doit beaucoup notamment à l'herméneutique talmudique, et ça c'est quelque chose que nous allons mettre en évidence. D'ailleurs, ce sera la première fois qu'une exposition est consacrée à Sigmund Freud en France. Merci à vous.